Bienvenue dans le monde de Dayo, on est le jeudi 2 juin, il est 21h et ce soir c'est les 70 ans et le jubilé de la reine d'Angleterre, mais c'est également le monde de Dayo et ce soir j'ai un invité expert avec nous pour parler de DaVinci Resolve version 18 et notre super chroniqueur Thomas. On va commencer tout de suite cette émission avec du lourd, c'est parti! On va commencer par présenter nos invités, notre invité et notre chroniqueur, bien évidemment. Je vais commencer par notre ami Loïc Gagnon. Est-ce que tu m'entends, Loïc ? Tout à fait. Merci de ton invitation. Écoute, merci Loïc. Merci à toi d'être parmi nous. Si vous vous rappelez, Loïc Gagnon, il était déjà venu en fait parmi nous dans l'émission où on avait présenté le Speed Editor que j'ai là. Tiens, allez, on va le montrer. Je refais il est juste à côté. Voilà, le Speed Editor, l'indispensable, je fais de la pub, placement de produit, le Speed Editor de Blackmagic, voilà, le truc indispensable. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du monde de Dayo. Vous allez voir Loïc et moi-même qui avons présenté ce produit et vraiment je vous le recommande. Loïc, tu es formateur, monteur, journaliste, enfin tu as plein de casquettes spécialisées sur DaVinci Resolve, sur Avid Media Composer, peut-être aussi sur d'autres choses. En tout cas, tu es connu dans le milieu et on te voit assez régulièrement intervenir avec ton expertise et c'est très appréciable. Et en tout cas, je te remercie sincèrement d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Je continue, non des moindres, nous présentons Mr. Thomas, notre super chroniqueur, workflow spécialiste également chez Technicolor, c'est ça, Microsimage. Nous pouvons c'est le groupe Technicolor antenne MPC, voilà. Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'au bout de 15 prochaines émissions, je m'y ferai groupe MPC, Technicolor, groupe Technicolor. Merci d'être parmi nous, Thomas, je pense que comme d'habitude, tu vas nous faire une présentation et une expertise sur un sujet qui va, à mon avis, être très intéressant. Et j'ai hâte effectivement d'attaquer cette partie-là. Merci à toi d'être parmi nous. Merci. Je vous propose ce soir, je le mets là à l'antenne, voilà. Je vous propose de gagner en tout cas une licence DaVinci Resolve Studio qui est offerte par notre partenaire, le partenaire régulier de l'émission qui s'appelle D&D Technologies. Voilà, donc je mets en jeu cette licence avec dongle, DaVinci Resolve Studio, je précise. Et il y aura un tirage au sort, le concours sera ouvert tout à l'heure, vous pourrez vous inscrire. Et je remercie en tout cas notre partenaire pour le don de cette licence à l'un d'entre vous. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire quand le concours sera ouvert. Alors, justement, parlons un petit peu, Loïc, de DaVinci Resolve 18. Est-ce que, première question, est-ce que la mise à jour, alors pour tous ceux qui possèdent déjà des versions de DaVinci Resolve, est-ce que la mise à jour est payante ? Eh ben non, comme tu le sais, tu me taquines, mais effectivement, non, l'intérêt de la licence de DaVinci, c'est qu'elle est perpétuelle et même perpétuelle sur toutes les versions. Moi, je tourne depuis 2008 sur une version et du coup, il n'y a pas besoin de payer à chaque mise à jour. Donc ça, c'est vraiment appréciable, effectivement. Donc il y a deux versions. Enfin, je crois que tu parlais effectivement là d'une version dongle que tu offres. Donc vous pourrez l'installer autant de fois que vous voulez, mais il faut mettre votre dongle pour avoir accès à la version studio. Et lorsqu'on achète une version avec un numéro de série, on peut installer deux logiciels en même temps. Si on veut l'installer sur un autre ordinateur, il faudra désactiver une des licences. Alors tiens, tu parles de désactivation, je me suis... tiens, moi j'ai la réponse, mais on va savoir si tu le sais. Quid, alors peut-être que ça vous est arrivé sur le chat, quid de ton ordinateur plante, tu le réinstalles et t'as pas pu désactiver ta licence. Tu fais comment ? De toute façon, ça se fait automatiquement. Si jamais tu veux le réinstaller et qu'il est installé sur un ancien, il peut lui te désactiver directement les anciens... Les anciens ordinateurs, à moins que tu aies une autre possibilité. Alors ça dépend en fait, ça dépend des éditeurs. Tu vois, maintenant il y a Avid par exemple avec leur licence Media Composer, tu vas sur ton compte et tu peux désactiver la licence et la réactiver sur un autre truc. Et Blackmagic en fait, Blackmagic te dit, ça je vous l'apprends puisque j'ai été confronté à ce problème, tu as juste à réutiliser la licence sur la nouvelle machine que tu vas activer et il va par défaut désactiver de toute façon l'autre qui était enregistré dans leur serveur.
Donc finalement, c'est assez simple et eux, ils se prennent pas la tête, ils n'ont pas à gérer ces problèmes récurrents que tu peux avoir avec certains éditeurs. Tout à fait. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre peut-être l'une des nouveautés majeures, Loïc, c'est le Blackmagic Cloud. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le cloud de Blackmagic avant qu'on montre ce que c'est ? Alors le cloud de Blackmagic, il y aura plusieurs possibilités par rapport au cloud de Blackmagic, mais effectivement déjà ouvert, et c'est bien parce qu'on pensait que ça allait mettre un petit peu plus de temps à arriver, mais c'est déjà arrivé en Europe. On a possibilité de s'abonner sur le cloud. Je crois que je sais que tu as pris un abonnement, tu pourras nous parler un peu du prix. Ouais. Et il y a une possibilité de s'abonner sur le cloud de Blackmagic pour pouvoir héberger ces bases de données qui s'appellent maintenant des librairies. Et donc, pour pouvoir travailler à distance sur un même projet à plusieurs, c'est ce qu'on va vous démontrer ce soir. Et par la suite, d'autres fonctionnalités vont arriver qu'on attend avec impatience de travail collaboratif et de validation de films. Donc ça va être plein de choses intéressantes sont à venir. Il y a une partie dont on va vous parler ce soir et d'autres qui seront à découvrir par la suite. Certainement l'occasion d'en reparler ensemble. Donc le Blackmagic Cloud, au départ, vous devez créer un compte sur le Cloud Blackmagic. Vous loguez, il faut créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez arriver sur cette fenêtre. Et donc vous avez pour l'instant uniquement le Cloud Server qui apparaît là. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, alors j'ai déjà créé un compte, mais si vous voulez faire un truc, vous pouvez créer une librairie. Vous choisissez le serveur sur lequel ça se passe. Et donc moi j'ai choisi Europe London. Et j'ai réussi, enfin je n'arrivais pas à pouvoir payer l'abonnement, c'était un peu la limitation parce qu'en France c'était pas ouvert, mais je ne sais pas pourquoi, avec une carte American Express ça a fonctionné. Bref, le business model de ça, c'est vous avez un abonnement de 5 € par mois par project, par librairie, hein, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on détermine, ça veut dire quoi Project Librairie, Loïc, si tu peux détailler? Une librairie, c'est on va dire avant la librairie, c'était une base de données. Et dans la base de données, on range des projets, en fait, tout simplement. C'est un endroit où on va ranger les projets. C'est une façon de travailler différente. D'ailleurs, quand on travaille dans DaVinci, même quand on travaille en local sur son propre ordinateur, les projets ne sont pas rangés. C'est pas nous qui allons les ranger en choisissant un dossier où on va ranger le projet, mais on va créer une base de données et les projets seront automatiquement rangés par DaVinci dans cette base de données. Il y a d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, il y a en local, on va dire si on travaille en local sans parler de la version cloud, il y a 2 types de bases de données, 2 types de librairies puisque c'est le nouveau nom. Il y a la librairie en local où on crée vraiment physiquement un dossier et où Blackmagic DaVinci va ranger les projets, et il y a la possibilité de travailler dans une base de données QPSQL qui, elle, permet de travailler en collaboratif sur un système local, en réseau local. D'accord, c'est ça. C'est ce que je vous montre là sur cette fenêtre, regardez bien. Vous avez en fait, quand vous allez sur le mode, la page d'accueil où vous avez les projets, avant, ce qui n'existait pas, c'était cet onglet Cloud, en fait. Vous avez Network, qui existait déjà, en fait, et Local, c'est ce que tu expliques, Loïc, c'est ça, c'est que tu as ta database locale dans laquelle tous tes projets sont rangés, tu peux en créer plusieurs, et tu peux même les déplacer, les exporter et les migrer d'une machine à une autre, si je dis pas de bêtises. Ceux qui arrivent de la version 17, le mot network n'était pas là, mais la fonctionnalité existait déjà, c'est-à-dire que dans la même page, on pouvait créer des bases de données locales ou des bases de données QPSQL. Mais c'était effectivement la même chose en fait là. Nous avons la partie network qui existait déjà dans la version 17 et peut-être même dans les versions précédentes, c'est ça? Pour avoir du collaboratif. Hein. Et je crois que le prérequis, c'est quoi le prérequis pour faire fonctionner un DaVinci Resolve en réseau avec d'autres machines? Il faut installer un logiciel, non, pour ça? Alors en fait jusqu'à la version 16 il fallait être en version studio et maintenant même la version gratuite permet de le faire et quand on installe le logiciel il y a un logiciel qui permet de créer une base de données et de gérer une base de données en QPSQL voilà. Et après il faut avoir un ordinateur ou un serveur qui va héberger la base de données. Et puis après il y a la question du stockage. Effectivement, si on travaille sur un réseau en local et qu'on veut travailler en collaboratif, l'idéal c'est de travailler sur un stockage partagé, peut-être comme tu parleras certainement des stockages partagés cloud storage. Ouais, exactement. D'autres types de stockage partagé, voilà, ça peut être une des solutions.
petit partage d'expérience par rapport aux bases de données. On a mis en place une base de données au travail sur Resolve, et il y a le logiciel qui permet en fait de faciliter la mise en place, mais il n'est pas obligatoire. Nous, par exemple, on a choisi d'avoir une machine virtuelle qui tourne sur Linux, sur lequel on a installé à la main, un spécialiste réseau. moi, j'y touche à rien. Quand même. Tu tombes de haut. Moi qui croyais que c'était un dieu, tout ça. Ah non, alors là, voilà, je vais te dire, je ne connais pas grand-chose à ça, et je vais pas faire semblant. Donc on peut en fait vraiment installer des choses très précises à la main, et c'est très intéressant parce que ça veut dire que selon ce qu'on veut faire, on peut le faire. Donc soit vous avez un ancien Mac Mini, vous voulez installer dessus, ça marche extrêmement bien, ou alors vous avez d'autres solutions beaucoup plus spécifiques, quoi. C'est ça. Alors, il y a des questions de droit, en fait, il y a des questions d'ouverture de droit. Alors par expérience, c'est plus simple sur Mac. Sur PC, il faut effectivement s'entourer d'experts réseau, puisque alors soit on le fait à l'arrache et on est dans un réseau local et on n'a pas de risque de sécurité et on ouvre tous les ports et ça marche très bien. On enlève les firewalls, soit effectivement on a en plus des questions de sécurité, et dans ce cas-là, il faut ouvrir les bons ports, et là ça va dépasser mes compétences réseau pour pouvoir vous expliquer la méthode. Alors, Joli Salivero, qu'est-ce que tu nous dis? Si j'ai déjà mon propre cloud en local Synology, est-ce que je peux créer moi-même mon cloud DaVinci en stockant mes fichiers sur mon NAS et à distance travailler sur le même projet ou éventuellement en VPN? Est-ce que tu as la réponse à cette question, Loïc? Alors, faut repréciser l'infra. Redis-moi le. En gros, Joli, c'est Xavier. Il a un cloud qui est en gros un Synology. Ok, donc il a son serveur sur lequel il met ses données, ses médias, j'imagine, dessus. Et il voudrait effectivement créer lui-même son propre cloud DaVinci en stockant ses fichiers sur son NAS et travailler à distance sur le même projet, éventuellement en VPN. Alors je vois ce qu'il veut dire, mais c'est un peu plus compliqué en fait, ce que tu demandes, Joli, je pense, hein, parce que là, Loïc, si on peut, l'intérêt, moi je le vois sur le cloud de Blackmagic, c'est que globalement, il permet aux utilisateurs de s'affranchir complètement des contraintes dites IT en fait. Voilà, c'est ça le truc. Parce que si on revient, alors puisque tu as l'air de dire que toi t'es pas trop IT et moi je connais un petit peu le truc. Globalement, je vous le fais simple. Écoutez-moi sur le chat. Écoutez-moi, ayez confiance, vous allez voir. En gros, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous voulez faire une infra IT locale sans passer par l'abonnement de Blackmagic, il faut effectivement, comme Thomas l'a souligné tout à l'heure, il faut une machine sur laquelle on installe Blackmagic Project Server. Okay. Ensuite, il faut une infra sur laquelle vous vous connectez en VPN. VPN, c'est un moyen de se connecter sur son réseau distant et d'être intégré comme un réseau local avec une gestion par un firewall très avancé. Je détaille pas, c'est compliqué. Mais toujours est-il que si vous faites ça et que vous avez les médias en local sur votre machine, mais vous accédez en VPN au project server de Blackmagic, vous allez pouvoir effectivement travailler soit avec des gens qui eux-mêmes en local travaillent sur le même projet. Vous pouvez faire cette infra et elle existe là, puisque globalement c'est ça, hein, Loïc, si je dis pas de bêtises. Si je reviens là et que je suis sur cette partie, la partie network, et si j'installe Project Server, on va voir la même chose finalement que ce qu'on a sur ce que je suis en train d'ouvrir là. On va avoir finalement la librairie qui ouvre avec tous les projets qui sont dedans. On est d'accord? Ouais, avec ce qu'on a vu quand même tout à l'heure, une optimisation quand même assez forte de ce que l'on paye en abonnement dans le système de cloud de Blackmagic, c'est quand même derrière une optimisation. On a vu que la mise à jour est vraiment très directe et que ça fonctionne très très bien. Alors après, tout ça, c'est des tests. Effectivement, j'ai quand même... là-dessus, je travaille beaucoup avec un consultant en réseau et on travaille sur des choses comme ça. Il y a des optimisations qui sont faites sur le cloud de Blackmagic, certainement, qui font que ça marchera sûrement mieux que si on l'installe nous-mêmes avec un VPN. Ou alors, il va falloir travailler et faire une optimisation qui va... Je sais pas, là tu me tentes, j'ai envie de faire un défi, tu vois. Je pense qu'un jour on fera un défi et on verra effectivement lequel marche le mieux. Je suis pas complètement convaincu sur ce que tu dis, mais bon, même si ça marchait mieux, il y a quand même le fait qu'il y a une solution qui est clé en main d'une part et une autre qui est faite à la main sur mesure. Oui, c'est donc, ça. Je pense que si on regarde les conditions générales de vente de Blackmagic, il y a sûrement une garantie de service qui doit fonctionner tant de % du temps et c'est des choses qui sont vraiment importantes. En soi, avec le Synology, on peut, par exemple, vous pourrez créer une machine virtuelle dessus.
Donc installer la base de données dessus, et on peut ensuite partager les médias nativement. En fait, il y a différents protocoles de partage, et si on se met sur un VPN entre différents sites, on peut en fait faire monter le Synology comme ça. Et ça marche très bien, hein. Moi, j'ai déjà fait passer par VPN. Alors évidemment, ça dépend de la connexion Internet que vous avez, mais moi, j'ai déjà pu lire en temps réel des ProRes via VPN. Hein, donc, mais c'est toujours le même problème. Le jour où vous avez un problème à vous connecter sur le cloud Blackmagic, il y a sûrement des centaines d'utilisateurs qui ont le même problème. Il y a des chances que ça se répare plus vite. Voilà. C'est toujours les mêmes. Donc, on va vous faire en direct avec Loïc un petit travail collaboratif. Donc, comment ça se passe? Alors, je fais un nouveau projet. Voilà, vous le voyez là. On va aller chercher donc des médias. Alors, avant de... Ouais, je vais créer des bins, parce que je me suis fait disputer tout à l'heure. Il m'a dit, Seb, si tu crées pas des bins, je peux rien faire. Rush, audio, j'en sais rien. On va faire encore un dernier bin séquence. Voilà. Je me mets sur le même projet que toi, sur Mac Studio. Alors non, attends, je l'ai pas encore enregistré. On va l'appeler... D'accord, tu crées un nouveau projet. Je vois d'ailleurs sur l'interface que tu es en train de créer un nouveau projet qui n'a pas de nom. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les médias. On va aller dans User, Vidéo, Movies, voilà, Démo. Et donc, on va charger ces projets-là. Hop, voilà. Je vais mettre tous ces médias-là dans mon dossier Rush. OK. Change, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire... Alors, pour inviter Loïc, de toute façon, il le voit déjà, en fait, le projet. Est-ce que tu le vois ou toujours pas, Loïc? Toujours pas. Alors, il me met, quand j'essaye de l'ouvrir, qu'il faut que tu valides le mode collaboratif, mais c'est peut-être... Ah oui, exact. Eh oui, alors regardez bien, il a raison. Il y a un paramètre qui est ici qui s'appelle le Single User Project. Et effectivement, même si je suis sur une base de données qui est sur le cloud, en fait, il faut quand même que je valide le fait que ce projet-là, même s'il est stocké sur le cloud, je veux le bosser à plusieurs. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais Multiple User Collaboration. On va retourner sur ton écran. Loïc, ça donne quoi? J'ai validé le truc. Je sauvegarde. Est-ce que ça va être bon? On va le savoir assez vite. Voilà, ça y est, je rentre dedans. DaVinci 18, voilà, je suis dedans. Donc regardez bien sur l'écran de Loïc. Normalement, si tu vas dans le dossier Rush, tu dois déjà voir les fichiers que j'ai mis normalement. Ouais, alors pour l'instant, du coup, si vous voyez sur mon écran, donc il y a un chutier qui est le chutier master, c'est ça dont je te parlais. En fait, les droits d'utilisation sont gérés par le fait que tu sélectionnes ou pas un chutier. Pour l'instant, tu as le chutier master qui est le chutier global. Donc moi, j'aurais le droit de rien faire, ni de créer de chutier, ni d'aller travailler sur des séquences qui seraient dans un autre chutier. Là, il faut que si tu sélectionnes un autre chutier, par exemple, si tu sélectionnes Rush, là, moi, je peux créer un chutier différent. Là, je suis sur Rush, ouais. Et donc, on voit effectivement... Et là, je peux créer mon chutier, je peux créer un chutier Loïc, par exemple. D'accord. Là, j'ai les droits, toi, tu as les droits sur le chutier Rush, pour l'instant. Ouais, alors attends, je monte, mais sur ma fenêtre, regardez bien, ici, on voit effectivement qu'il y a un petit icône. Si je clique dessus, il va rafraîchir, en fait, ce que Loïc vient de faire. Loïc vient de créer un dossier. Je clique dessus, bing! Le dossier Loïc vient d'apparaître. Donc en fait, ça va fonctionner comme ça. Moi, je pense, Loïc, en fait, que cette histoire de blocage, entre guillemets, d'un bin, c'est juste une histoire t'as des droits sur une partie de la base de données. C'est pour, je pense, aussi éviter les conflits. Tu vois, c'est exactement pour éviter les conflits. C'est-à-dire que quand toi, tu vas travailler sur un chutier et travailler sur tes séquences, pour pas que j'écrase tes séquences ou pour pas qu'il y ait de conflit, en fait, c'est ce qu'on appelle... je pourrais citer une autre marque, mais si on va tous savoir de qui on parle, mais c'est le bin locking en fait. Oui, c'est ça. Avid, on peut le citer. Une marque célèbre utilise. Voilà, le bin locking. Il y a Jolie Salivero qui nous pose la question: les médias sont-ils copiés dans le cloud, en proxy ou restent en local? Alors je te laisse expliquer en fait la nuance entre le cloud, ce que ça apporte, mais au niveau de la gestion des médias, Loïc. Il peut y avoir plusieurs possibilités, mais là, effectivement, c'est la base de données qui va être commune et on va travailler sur la même base de données qui est stockée dans le cloud. En ce qui concerne les médias, vous pouvez avoir les mêmes médias en local. Donc, il y a d'ailleurs une notion qu'on va montrer tout à l'heure qui est le pass mapping qui permet d'avoir un dossier dans lequel on va ranger les médias et qui serait fait qu'aurait le même nom, mais pas forcément au même endroit, puisqu'on n'a pas les mêmes ordinateurs. Ouais. Alors, je vais montrer ce que tu dis. Et après, il y a des notions de synchronisation. C'est là. Alors, on parlera peut-être des cloud storage que propose DaVinci, mais c'est orienté dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un système Dropbox dans lequel vous allez mettre vos médias,
Et puis, ce système Dropbox va se synchroniser avec, d'un côté, l'ordinateur de quelqu'un qui est à Paris, par exemple, et puis l'ordinateur de quelqu'un qui est à Londres, si on parle d'un travail à distance. Donc, effectivement, les médias, ils vont être en local avec une notion de synchronisation à partir d'un serveur. Après, il y a d'autres notions qu'on pourrait évoquer de stockage dans le cloud. Dit autrement, en fait, pour résumer ta pensée, c'est qu'en fait, le Blackmagic Cloud ne gère que la base de données et le projet. Ça ne gère absolument pas les médias. Donc en fait, c'est à vous, comme Loïc l'a expliqué, de vous affranchir et de mettre en place une stratégie de synchronisation de vos rushs entre les différentes personnes qui bossent sur ce projet. Donc c'est l'objet d'ailleurs du Cloud Pod et de toute la stratégie des produits cloud de Blackmagic, Loïc, c'est que l'idée c'est qu'on réplique sur des dossiers prédéfinis, soit des proxys avec les fichiers originaux, et tout ça se fait avec la magie du cloud en réplication distante, à la vitesse de la fibre ou pas. Et effectivement, avec le path mapping, alors je montre ce que tu expliquais tout à l'heure, le path mapping c'est ça en fait, c'est quand vous allez dans les project settings de Blackmagic de DaVinci, vous pouvez effectivement ajouter des chemins dans lesquels peuvent se trouver les médias sur lesquels vous bossez. Donc dit autrement, moi, on va rester dans l'exemple de la démo, Loïc. Donc moi, on voit que j'ai mes médias qui sont là. Je vais par exemple aller sur le rush. Ah bah Loïc il est dessus. Alors, est-ce que je peux créer une séquence ? Non, je peux pas. Mais sinon, est-ce que tu peux créer une séquence, Loïc, dans le dossier rush, s'il te plaît ? Oui. Alors, dans la page montage, hop. Alors vous avez de la chance les gars sur le chat, on vous montre tout ce soir. Je vous montre mon écran, on vous montre l'écran de Loïc, donc c'est vraiment de la double réal, c'est du simultané. Je pense qu'on pourra difficilement faire mieux pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, j'ai créé une séquence et j'ai même mis un rush. Voilà, donc revenons sur mon écran à moi. C'est mon cadeau de la fin de journée, ça, c'est ça ? C'est-à-dire ? Ah, le Mac Studio ? Non, pas encore. Regardez bien, je clique sur le petit truc pour rafraîchir, et grande magie du cloud, bing, la séquence vient d'apparaître. Donc la séquence, on voit qu'il y a le LG Loïc Gagnon qui verrouille, un peu comme Avid, le bin locking de ce projet-là. Je peux l'ouvrir, et lui, vas-y, je te laisse faire un petit montage sympathique avec ce joli Mac Studio que j'ai eu l'honneur de filmer sur ma table de salle à manger, vous voyez ça. J'ai fait des petits plans sympathiques en tout cas là-dessus. Et pendant que Loïc en fait est en train de monter, alors attendez, on va juste vous montrer ça, voilà, Loïc est en train de faire du montage, vous voyez là. Du montage de très haut niveau, bien sûr. Absolument, avec un réalisateur et un opérateur incroyable. Et moi je vous montre ce que je fais en attendant, je vais prendre par exemple alors attendez, regardez bien, il y a l'icône à nouveau pour rafraîchir, je rafraîchis. Et là, le montage il avance, Loïc il est en train d'avancer, et pendant qu'il avance, moi à la limite je vais aller étalonner son clip en fait. Je vais aller sur Color, je vais mettre sur celui-là par exemple, et je vais commencer à lui pourrir un peu la qualité de son truc, avec des couleurs un peu flashy. Voilà, et normalement si on retourne sur l'écran de Loïc, lui il va voir dès que moi je change de média, ça va rafraîchir, et Loïc il va voir effectivement qu'il peut rafraîchir, bing, regardez, il clique sur le petit jaune. Là-haut. Effectivement, voilà. Hop. Et là, il a un étalonnage incroyable. Enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux. Magnifique. Voilà, magnifique. Donc là, vas-y, continue à faire un petit peu de montage. Moi, je vais continuer à faire des choses, on va voir. Je sais même pas si je peux faire du montage derrière toi, je pense pas. Non, je ne peux pas. Toi, tu peux copier ma séquence. Ouais, c'est ça. Pour en faire une autre version. Et après, il y a une fonctionnalité dans DaVinci. Alors ça, c'est pareil, c'est unique. Il y a une fonctionnalité qui permettrait de comparer les séquences. Bon, là, ça prendrait un peu trop de temps pour pouvoir montrer ça ce soir. Mais imaginons que je commence et j'ai fait 20 minutes, et puis toi, tu reviens et tu modifies une petite partie au début, une petite partie à la fin. Et D'accord. On peut comparer nos deux séquences et choisir, à partir de ces deux séquences, créer une troisième séquence en gardant une partie de tes modifs, et puis le reste qui n'est pas terrible, on le supprime. Voilà, bon, c'est un peu pourri ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, à chaque fois, Loïc il va mettre à jour, et voilà, il a des super. Voilà, je ne suis pas étalonné. T'es très dans le style violet ce soir. Ah, écoute, je suis amoureux, je crois, c'est pour ça. Donc, je suis dans ma période rose. C'est comme ça. Les peintres avaient leur période, ils avaient la période bleue, la période rose. Voilà, je crois que Paul Cézanne, si tu nous regardes, enfin bon, de là-haut, bien sûr, bien évidemment. Voilà.
je sais pas si vous avez des questions sur le cloud. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Dites-nous ce que vous en pensez. Donc là, on est vraiment, vous le voyez, en quelques coups de clic avec Loïc. On a quand même partagé un projet. On a tous les deux les médias qu'on s'est envoyés avec du Dropbox ou de WeTransfer. Et là, globalement, on est en train de bosser chacun sur notre domaine de prédilection. Je pense même que pour l'audio, ça va marcher, Loïc. Est-ce que je peux faire du son? Est-ce que je peux faire des retouches pendant que tu... Peut-être, on va essayer. Ah oui, totalement. Et puis là, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'effectivement, comme on est dans une... c'est la force, effectivement, de DaVinci, c'est qu'il n'y a pas de problème de conformation. Donc, je peux même modifier un montage, et toi, dans ta partie son... il y a juste, tu auras à continuer le mix là où j'aurais modifié le montage, mais... Tu parlais d'ailleurs de bin locking par rapport au montage. En fait, on est dans une notion de bin locking, c'est-à-dire que c'est le chutier qui va être bloqué par le propriétaire du chutier. Si je reviens ici, voilà, toi, tu peux bloquer un chutier. D'ailleurs, là, tu es en train d'étalonner, donc il n'y a pas de bin locking. Puisque du coup, justement, quand tu étalonnes, la notion, c'est plus une notion de bin locking, mais c'est une notion de clip locking. C'est-à-dire que tu travailles sur les clips, et une fois que tu as fini un clip, je peux choisir ou pas de voir les modifications que tu as faites sur le clip. Tant que tu es en train de les faire dessus, j'ai pas accès aux modifs que tu es en train de faire. Ta question à deux balles. Il y a vraiment deux notions différentes, les bin locking et le clip locking. Est-ce que tu peux refuser et rejeter une version? Je sais pas, tu dis non, ton étalonnage il est pourri, je suis pas d'accord, je le prends pas. On peut ou pas? A priori non, de toute façon l'étalonnage tu pourras le supprimer après, mais d'accord. Mais il n'y a pas de possibilité de le supprimer. C'est juste le choix de le rafraîchir au moment où je suis dessus. Mais D'accord. J'ai une question justement sur ça, parce que ça me fait penser, tu sais, quand tu as un document en mode collaboratif, que ce soit sur iCloud ou sur Google Drive, ou même les documents Word partagés, tu te connectes, en fait, tu peux voir la liste de ce qui a été modifié. Et ça reprend un peu ce que disait Sébastien, où tu peux rejeter ou valider certaines choses. Moi, une chose que je vois quand je trouve ça très, très impressionnant déjà quand même. Mais si t'es monteur, tu modifies un montage et t'es l'étalonneur qui a déjà fait un étalonnage et tu viens pour étalonner que les changements, est-ce que tu as un moyen de voir uniquement les changements, par exemple des marqueurs sur la timeline ou une liste ou... Alors, ce que tu peux voir dans la partie étalonnage, c'est les clips qui auraient été modifiés ou dans la fenêtre plan ici. Il n'y a pas un historique, un espèce de log, un peu un truc comme ça? Non, je sais pas. Alors, tu as un historique des modifs. Ouais. Ici, dans l'édition, tu as un historique des modifs et des choses qui ont été faites. Ouais, mais est-ce que moi, on voit les modifs avant? Non. Après, peut-être que dans le cloud, alors ça, j'ai pas encore, du coup, justement, là, c'est la première fois que je manipule avec toi le Blackmagic Cloud. D'ailleurs, tiens, j'ai une petite question que ce soit avec moi ta première fois. Désolé. C'est bien. Hein. Il y a une petite chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu m'as dit que tu t'étais abonné, c'est que j'avais l'impression que c'était ouvert en Europe et c'est ce que j'ai dit. C'est l'idée que tu m'avais donnée. Mais tu m'as dit que tu t'étais abonné avec une carte spécifique. Oui, alors oui, c'est ça. En gros, j'ai essayé de payer avec une carte bleue française Visa et rejeté mon paiement. Ils voulaient pas. Mais je savais que c'était pas encore ouvert en France officiellement. Et après, j'ai aussi une American Express, et là, je sais, elle est passée. Alors, est-ce que c'est différent et qu'il n'y a pas un blocage sur ce mode de règlement? Je ne sais pas, mais je crois avoir lu quand même que la France, maintenant, c'est ouvert. Hein. Ils ont ouvert la France depuis peu. D'accord, c'était la question. Donc normalement, c'est quand même ouvert. Maintenant, c'est ouvert... Oui, j'ai vu passer un mail, et oui, je crois qu'il n'y a que l'Allemagne qui n'est pas encore ouverte, mais il me semble que la France, maintenant, vous pouvez le faire. Combien d'utilisateurs simultanés peuvent se connecter au projet? Alors ça, j'ai pas la réponse, je ne sais pas si tu l'as, Loïc, mais je vais vous montrer quand même où on gère le partage en fait. Alors c'est le live, bien évidemment. Voilà, regardez bien. Ici, vous voyez dans cette fenêtre-là les membres du projet. Vous voyez celui qui a la couronne, c'est moi. Je suis le propriétaire du dossier en fait. Louis Gagnon, il fait partie du truc. Si je veux rajouter d'autres personnes, je clique sur Share et en fait, je mets l'adresse email de là où les personnes qui vont pouvoir accéder, non pas uniquement au projet, mais à l'ensemble des projets qui sont dans cette base de données-là. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'après, on a vu tout à l'heure que moi, individuellement, je peux choisir sur ma base de données qui est stockée, je vous le remontre ici. Si je retourne sur mon projet DaVinci 18, voilà, tout à l'heure, j'ai choisi le mode qui s'appelle Multiple User Collaboration. D'ailleurs, tiens, on peut faire un test, Loïc. On pourrait retester Single User Project. Je vais essayer, on va voir ce que ça fait.
Et il veut pas, c'est logique, hein. Ah non, t'es encore connecté, c'est ça. D'accord. Donc on dirait, en tout cas c'est une découverte, moi je le savais pas. Vous pouvez à tout moment, a priori, rendre le projet, non plus en mode collaboratif, mais vous le Alors, je réappropriez. vais changer de projet. Si tu veux tenter, je retourne Vas-y. sur le premier projet Mac Studio qu'on avait créé. Comme ça, là, tu peux. Allons-y, tu me dis quand c'est bon. Attends, je Ouais, regarde bien, c'est fait. Ok, ça roule. Alors on y retourne, voyons voir. Single User Project. Et c'est bon. Là c'est terminé. Donc là, je Et donc, moi, suis j'ai tout plus seul accès maintenant. au projet. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant ce mode de fonctionnement, puisque globalement en faisant ça, on peut effectivement faire bosser un artiste à l'autre bout de la planète sur une période donnée, et une fois que le boulot est terminé, que ce soit sur l'audio, l'étalonnage, bon, après pour des raisons de workflow, là peut-être que Thomas sur la partie workflow, est-ce qu'il y a un intérêt comme ça à limiter dans le temps des opérations sur un projet comme ça? Moi je dirais, je précisais parce que j'ai vu que dans le chat il y avait quand même une ou deux questions aussi sur les points de restauration et justement cette partie historique, et je pense que c'est quelque chose qui, soit qu'ils n'ont pas implémenté mais qu'ils feront pour la version 19 parce que ça me semble vraiment très, très important. D'accord. Mais l'autre point, moi je dirais que pour moi là, ce que tu viens juste de montrer, ça me semble être un gros point noir en termes de sécurité. C'est-à-dire? C'est une approche qui n'a aucun sens pour moi. Soit tu crées un projet que tu partages à plusieurs personnes, soit Ouais. tu crées un dossier dans lequel tu mets des projets que tu partages à plusieurs personnes, mais partager une base de données entière, parce que tu es une agence de pub, imagine, tu as des personnes qui utilisent. En fait, ça veut dire que il faut partager cette base de données qu'uniquement à des personnes vraiment de confiance, quoi. Parce que là, en plus, tu viens de le voir, mais enfin, c'est un truc tout bête, mais imagine que tu as partagé le projet par erreur, quelqu'un s'est connecté, là c'était Loïc, et tu veux le remettre en mode single. Ah oui, Tu toi, peux tu pas fais parce tout. qu'il est connecté. C'est ça. Donc, C'est ça. tu peux pas révoquer l'autorisation. Ouais. Donc après, il faut aussi rappeler que c'est une bêta. Hein, c'est, Attends, d'ailleurs, c'est je suis quand pas même assez d'accord avec intéressant toi. de voir. Je vous montre autre chose. Comment Révoquer l'autorisation, il y a quelque chose qui se passe ici que vous n'avez pas vu, parce que je me suis amusé à jouer tout à l'heure avec. Là, je suis retourné sur mon accès Blackmagic Cloud, je vous montre, et donc là, on voit la base de données qui est là. Si je clique sur le i, vous voyez qu'en fait, que je peux à tout moment, en tout cas, dégager Loïc de cette base de données. Donc je sais pas Pas si... très sympa. Ouais, c'est pas très sympa, je sais, mais après, est-ce que je peux le dégager s'il est connecté? Je ne sais pas. Et on peut ici aussi, je l'ai fait tout à l'heure, je vous ferai pas en direct parce que ça a pris un petit moment, on peut backuper aussi la base de données, et vous pouvez faire donc autant de backup que vous voulez, et vous pouvez par contre restaurer, et donc là, j'en ai qu'une seule puisque j'ai fait un seul point de sauvegarde, vous pouvez effectivement, à tout moment, remonter des points de sauvegarde différents. C'est vous qui les gérez en fait. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, et puis là, effectivement, on fait une présentation très en amont de la connaissance de l'outil qu'on en a. Je suis à peu près persuadé qu'ils ont prévu des points de sauvegarde et de récupération derrière. Non, après, de toute façon, c'est des développements qui sont en cours, et je pense que il faut juste se dire que l'impression que j'ai pour l'instant, c'est plutôt une approche moi, la façon que j'ai de le voir, c'est de se dire pour des personnes qui font du télétravail, mais qui fonctionnent dans la même société. C'est-à-dire, on partage la base de données qu'on a généralement au travail, on la partage auprès de plusieurs personnes, donc on n'a pas les mêmes contraintes de sécurité. Un peu comme si on avait connecté des gens par un VPN. Mais on peut tout à fait imaginer une deuxième phase où il ramènerait au niveau du projet l'invitation et ainsi de suite, quoi. En tout cas, en fait, on en revient un petit peu à la question de tout à l'heure de est-ce qu'on peut faire tout ça soi-même. Dans un sens, oui, mais là, c'est vrai qu'il y a une solution clé en main. Parce que de ça, tu parlais du tarif tout à l'heure que tu voulais faire. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler maintenant, mais ça m'intéresserait de connaître le tarif de ça. Ah ça, c'est et ça. de savoir du coup les médias comment ça se passe. Les médias ils doivent être en local. Non, tu viens de les partager les médias. On a déjà répondu à cette question. Les médias, rappelez-vous, voilà, ça ne gère pas les médias ce truc-là. Ça ne gère uniquement que le projet. Les médias, c'est votre responsabilité de gérer l'envoi, la synchronisation avec des Dropbox ou n'importe quelle solution. Ça, c'est vous qui vous débrouillez pour l'instant. Peut-être que demain ils proposeront une solution intégrée dans laquelle je sais pas, il y a pas mal d'acteurs qui font ça. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Lucid Link, c'est ça, tu m'as parlé de ça, voilà. Je pense que le stockage des médias... C'est impressionnant d'ailleurs comme solution. Ouais. Mais peut-être qu'on fera une émission spéciale là-dessus, on en reparlera un jour tous les deux. Ça m'intéresse beaucoup de regarder ça. Mais restons focalisés là-dessus. Mais si tu es dans une configuration VPN, de toute façon, tu peux partager un stockage Synology ou... Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai l'impression pour l'instant c'est plus pour des gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Voilà. C'est ça. Mais ce qui est très bien, hein,
Exactement. Alors, faut quand même parler, là je pense que c'est le moment, Sébastien, de parler des cloud storage, parce que tu as parlé du cloud pod. Oui, ouais. Et en fait, il y a les principes de cloud storage. Le principe du cloud storage, c'est effectivement, enfin, c'est les solutions de stockage qui sont des solutions de stockage en réseau local à très haut débit, puisqu'ils fonctionnent sur des disques SSD NVMe, sur des réseaux 10 gigabits. Et donc on va pouvoir faire sur des stockages traditionnels en local, où on va pouvoir avoir plusieurs stations de post-production qui vont collaborer. Mais ils s'appellent cloud storage parce qu'ils ont la possibilité de se connecter à un Dropbox, et donc on peut avoir plusieurs cloud storage qui, via le Dropbox, vont se partager les mêmes médias. Donc là, en fait, on résout le problème des médias par rapport à cette solution-là. Pour l'instant, il y a uniquement Dropbox, mais je crois qu'ils vont s'ouvrir à d'autres solutions de stockage avec synchronisation. C'est ça. Ça reste de la synchronisation, mais... Ok.